Mélissa, ça va ou quoi? Ça va et toi? Tranquille? Ça va, super, merci. Tu reviens tout juste de l'entraînement là. Tout juste. Là, si tu me voyais à l'intérieur, je suis habillé, tout est avec les chaussures qui manquent. Donc, pour les gens qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Alors, moi, c'est Mélissa Diawakana. J'ai 27 ans, je suis une joueuse professionnelle de basket. Et voilà, j'ai évolué dans le plus haut niveau dans mon domaine, qui est l'Euroleague. Et puis voilà, C'est quoi un peu ton parcours? C'est quoi les grandes étapes de ton parcours? les grandes étapes. Alors, ça a été le commencement, le début à Champigny, voilà, c'est le petit gymnase à côté de la maison. Et ça a été, c'est une histoire assez particulière parce que pour moi, tomber dans le sport, c'était un échappatoire. C'était quelque chose qui me permettait de sortir un peu de mon quotidien, de ma vie. Et, et rester dans une salle, c'est la chose que j'ai faite au tout début de ma vie qui, en fait, n'a jamais changé. Dès que je suis rentré dans une salle de basket, je ne suis jamais ressorti. Et donc, de Champigny j'ai fait 4 ans. J'ai fait 4 ans. À chaque fois, chaque année, j'étais surclassé. Et il m'a eu des doubles surclassements. Et ensuite, à 14 ans, je pars en centre de formation à Valenciennes. Donc, à 15 ans, c'était ça, Cadet de France. Ensuite, je pars en centre de formation à Reims, où je vais faire National 3. Je fais centre de formation à Villeneuve d'Ascq, où je vais faire National 2. Et en fait, j'ai fait vraiment étape par étape. C'est-à-dire que moi, j'ai connu le plus bas niveau. Et j'ai fait niveau après niveau après niveau. Ensuite, après la National 2, je vais partir à Rennes pour jouer en National 1. Mais c'est l'époque où il y a eu la transition entre la National 1 et la Ligue 2. Donc, Hmm. Rennes est passé en Ligue 2. Donc, j'ai fait National 2, Ligue 2. Et j'ai fait mes 2 années en Ligue 2. Et ensuite, on m'a appelé en Ligue féminine. Et j'ai fait ma première année en Ligue féminine à 20 ans. Et ensuite, ça a été tout un monde. Je suis parti à Chartres. Et ensuite, c'était l'étranger. L'étranger où j'ai découvert l'Eurocup. J'avais déjà joué l'Eurocup à 20 ans à Villeneuve d'Ascq. Hmm. Et après, ça a été l'Eurocup jusqu'à l'Euroleague en Belgique. Ça, c'est lourd, c'est lourd. Et tu as eu un parcours international, justement, comme tu le dis. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est dans une de tes interviews. Tu dis que la saison en 2016-2017, tu as fait une saison, trois équipes, trois championnats différents, trois pays, deux continents, tout ça en une année. C'est incroyable. Mais moi, je me questionne, qu'est-ce qui t'attire en fait à l'international? Euh, à l'international, c'est différent de. Ça veut dire quand vous allez jouer à l'étranger, c'est vous. En fait, on n'existe que si on performe. Ça veut Hmm. dire qu'il n'y a pas un moment donné où je peux me relâcher. Ça veut dire qu'à chaque match, à chaque prestation, il faut un résultat. Parce que tu es l'étranger, tu es la personne sur qui on a misé, en fait. Ça veut dire que quand on appelle les étrangers ici en Europe, c'est là où on prend, enfin, dans chaque pays, on investit sur eux. Donc, c'est un investissement qu'on va faire sur toi. Donc, c'est un privilège et en même temps, tu as obligation de résultat. Et c'est pas après un mois, 2 mois, non, c'est chaque match, tu es jugé. Parce que on ne te voit pas comme une personne, on te voit comme un investissement. Et avec un retour qui soit immédiat. Et c'est ça qui m'attire à l'étranger, c'est qu'il n'y a pas de, il y a pas de non. Il n'y a pas de, ça veut dire que tu es bonne, tu n'es pas bonne, next, on prend quelqu'un d'autre qui fera le taf mieux que toi. Et moi, ça, c'est challenge. Les challenges. T'aimes beaucoup les challenges. Je me souviens, bah, moi, quand je t'ai rencontré, c'était au Oops Factory. Et d'ailleurs, je suis pas le seul à le dire. Gilles et Cell, ils disent que tu froissais les gars sans pitié là-bas. Les gars, ils commençaient à pleurer, tout ça. Et de ce que ça devient cet esprit de compétitivité. Euh, je pense que c'est quelque chose que j'ai toujours eu. Il y a un délire dans ma tête, c'est que dans chaque chose que je vais faire, je veux l'excellence, je veux réussir. Donc, ça veut dire que je suis toujours en compétition contre moi-même. Et dans tout ce que je vais faire, si ça va concerner les gens, eh ben, je vais forcément être en compétition avec eux. Pas d'une mauvaise manière, mais dans le fait que ben, je vais chercher l'excellence. Ça partait tout simple dans le même à l'école. C'est un peu bête, hein, mais un contrôle sur 20, on est content quand on a un 17 parce que voilà, par rapport à la classe, en 17, il n'y en a pas beaucoup qui vont peut-être avoir un 17 ou un 18. Mais pour moi, je visais 20 sur 20 parce que pour moi, la réussite, c'était quand tu avais 20. Tu as 19, ça veut dire que tu as raté en fait. On s'en fout. L'autre, il est 13 et que tu avais 15 et ça donne quoi comme sentiment d'être supérieur parce que tu as 15? Mais tu as raté l'examen parce que l'examen, c'est sur 20. Et je ne me comparais pas aux gens en fait. Je me comparais par rapport à c'était quoi le but final. Bah, le but, c'est d'avoir 20 sur 20. Pas 18, pas 17, pas 15. Je n'allais pas être satisfait. Et en fait, ça part de, toujours été comme ça. Toujours été comme ça. Alors, c'est marrant que tu dis ça parce que moi, j'ai vu une interview où il y a Patrice Geoffroy.
Il raconte qu'en 2004-2005, tournoi Benjamin, tu avais fait une action de ouf, tu avais crossé une fille, le public était en folie, mais tu as perdu la finale. Tu as Ah, perdu la finale et tu étais en pleurs inconsolables, inconsolables. Mais ça, tu vois, il y a des gens qui vont dire que ouais, c'est peut-être le seum, c'est une mauvaise perdante. Mais d'un autre côté, si tu es un sportif, tu vas regarder ça en mode ouais, elle a l'esprit de compétition, elle veut gagner, il n'y a que la gagne. Et c'est ce qu'on a vu avec Michael Jordan dans The Last Dance aussi. après, tout dépend de chacun, mais je pense qu'à un moment donné, hey, je pouvais faire toutes les actions du monde. Je peux être là, faire oui, c'est bon, je peux faire lever une salle. Mais si à la fin j'ai perdu, bah, j'ai perdu en fait. Ça veut dire que c'est bien beau de faire le beau, c'est bien beau de faire lever les gens, c'est bien beau de donner des émotions, mais c'est le résultat qui compte. Et pour moi, il y a que deux résultats, c'est où tu gagnes ou tu perds. Et je ne veux pas être dans l'équipe qui perd, je veux être dans l'équipe qui gagne. Memba Mentality. Tu parles de l'excellence. Mhm. Et bon, là, on a donné l'exemple d'un contrôle où l'excellence, ce serait d'avoir le 20 sur 20. Mais est-ce que tu vois pas plutôt l'excellence comme le travail que tu mets tous les jours, la discipline que tu mets tous les jours dans ce que tu fais, et non pas comme un résultat final? Bien sûr, en fait, on a tous une vision différente de la vie. Ça veut dire que la chose que je vais voir au plus loin, c'est le résultat. D'accord. Et en fait, le résultat, le fait que j'ai un objectif et que je sais ce que c'est et que je le vois tous les jours au quotidien devant mes yeux, euh, l'objectif crée en moi une discipline. C'est mon objectif. C'est-à-dire que si tu ne sais pas où tu vas, c'est impossible que tu battes le. Enfin, tu ne vas pas te lever le matin pour aller Mhm. bosser si tu n'as pas d'objectif dans ta vie. Tu ne sais pas pourquoi tu vas te lever. Et le fait d'avoir le cap toujours devant moi, ce résultat-là, ce vin que je vais aller chercher, ça va créer en moi une discipline, c'est-à-dire que bah, ça va m'obliger à réviser. Ça va m'obliger, si je veux aller à l'excellence, ça va m'obliger à me lever à 5 heures du matin. Ça va m'obliger à. Tu vois, l'année où on est en train de parler de 2016, justement, où j'ai fait 2 continents, 3 repas, hein, c'est le délire. C'est l'année où, en termes de travail, c'est l'année où j'ai jamais travaillé autant de toute ma vie. Si tu me demandes pourquoi je travaillais, l'histoire, elle est trop profonde. Mais je résumerai en tant que j'étais en mission. Je recherchais quelque chose. J'étais en Allemagne et mon but, à ce moment-là, c'était de revenir au top. Ça veut dire que l'Allemagne, c'est bien, mais ce n'était pas le top du basket féminin. Et je voulais le top du basket féminin. Donc pour moi, me retrouver en Allemagne, c'était comme chaque étape de ma vie, c'était pas un échec, mais je voulais pas être là. Je voulais pas rester là où j'étais. Ça devait être un passage. Et pour moi, tant que je ne suis pas arrivé là où je dois être, c'est juste un passage. Là où je suis, c'est un passage. Mais le passage, c'est comme un niveau. Pour aller au niveau dessus, il faut que tu bosses pour ça. C'est l'année où j'ai poussé mon corps à l'extrême de la blessure. Ça veut dire, à 5 heures du matin, j'étais à la salle. Puisque j'avais la clé, je bossais. Je bossais jusqu'à 9 heures. À 9 heures, on avait entraînement. Je m'entraînais avec mon équipe qui ne savait même pas que j'étais là. On restait, on s'entraînait. Quand elle est partie, je restais encore un petit peu. On avait entraînement après à 18h50. À 15h30, j'étais à la salle. Je bossais. Et je faisais ça tous les jours. Tous les jours, je faisais ça. Et on avait un match par semaine. Il y avait des matchs où le coach, ça le prenait. S'il avait envie, il me faisait jouer. S'il n'avait pas envie, il ne me faisait pas jouer. Et pendant toute une semaine, du lundi au dimanche, je m'entraînais comme une dingue. Et des fois, je jouais et des fois, je ne jouais pas. En tant que joueur, tu as la haine. Et parce que tu sais où tu vas aller. Pour Mhm. aller là où tu vas, tu dois jouer. Il te faut des résultats, il te faut des performances. Combien même tu vas t'entraîner comme une dingue. Mais tu vois, je lâchais pas. Ça veut dire qu'il y avait des matchs, même quand je jouais 0 minutes, et ben, je repartais le lundi à l'entraînement à 5 heures. Et je m'entraînais, et je m'entraînais. Et qu'est-ce qui se passe à un moment donné? Je te dis, l'histoire, elle est vraiment arrivée en février. Il y a un coach en France qui m'envoie de France qui m'envoie un message. Il dit, ah ouais, comment ça va? Je suis étonné. Je me suis dit, bah, il m'a jamais parlé de ma vie. Et là, Mhm. on m'envoie un message, mais il faut saisir les opportunités de la vie. Quand il m'a envoyé un message, il dit, mais ça va, ça se passe bien, je suis en Allemagne, j'espère qu'un jour je vais retourner en France. Savoir saisir les opportunités de la vie. Il me dit, ça tombe bien, on a 2 meneuses qui sont blessées, t'es chaude. J'ai dit, mais bien sûr. J'ai appelé mon agent, j'ai dit, coupe le contrat en Allemagne, on part en France. J'étais en mission. Hein. Et si je ne m'étais pas entraîné pendant tout ce temps-là, de août, donc même pas de juillet, on avait repris de juillet jusqu'en février. J'avais pas fait tous mes entraînements tous les jours, le matin, le soir, le matin, le soir, plus ces entraînements d'équipe. Quand l'opportunité s'est offerte à moi, je n'allais jamais être prête. Et ça m'a beaucoup appris dans la vie parce que ça m'a appris que les efforts que tu vas faire, ça ne va pas payer maintenant. Mais si je ne m'étais jamais entraîné, comme je te dis, si je n'étais jamais préparé, les 2 fois je faisais en plus des entraînements de tous les jours, quand j'étais arrivé en France, il fallait un résultat immédiat. Le club avait perdu ses 2 meneuses qui étaient blessées. Le club était en train de se retrouver rétrogradé donc en play down et il n'y avait pas de meneur.
On m'appelle, il fallait que j'arrive et que je joue tout de suite. C'était pas un truc de il faut le temps pour s'adapter, on arrive en fin de saison, il fallait que je donne tous les efforts que j'avais fait, tous les matins et les pleurs que j'avais à pas comprendre pourquoi je jouais pas et repartir quand même, ne pas lâcher malgré tout. Et ben, tu vois, le résultat, c'était, je m'entraînais pas pour là-bas. Le résultat, en fait, il a payé en France quand je suis arrivé parce qu'il fallait que je sois prête. Et en fait, c'est ça la vie. Tu peux pas avoir un objectif sans discipline, sans sacrifice. Et ça doit être normal en fait. C'est-à-dire que galérer, ça doit être normal. Pleurer, ça doit être normal. Mais tu peux pas lâcher en fait. Tu peux pas lâcher. Et il faut travailler en conséquence de, tu vois, en connaissance de de ça. cause. C'est ça. Tu parles de sacrifice. Enfin, selon moi, les sacrifices, c'est ce qui va faire la différence entre le basketteur et le basketteur qui veut devenir professionnel ou le basketteur professionnel. Ils n'ont pas la même vision. Ça peut être basketteur, mais ça peut être pour tous les métiers. Ça peut être pour tous les métiers, bien sûr. En fait, je dis toujours aux gens, dans la vie, tu peux devenir qui tu veux être. La différence entre un grand basketteur, un basketteur en pro, il y a plein de différences. La différence, c'est dans les détails. La différence, c'est dans la mentalité. La différence, c'est dans l'éthique de travail. Tu vois. Mais des gens qui jouent en Pro A, ils sont contents de jouer en Pro A. Et ils resteront toujours en Pro A parce qu'ils ne veulent pas jouer plus haut. Il y a des gens, même s'ils veulent jouer plus haut, ils n'ont pas cette mentalité et cette envie et cette recherche d'aller plus haut. Donc, la plupart de la différence entre un grand basketteur, un basketteur comme un chirurgien, c'est l'envie. C'est l'envie et le désir de qui tu veux vraiment être. Moi, je voulais jouer en Euroleague et je le cachais à personne, je l'avais dit haut et fort. Et après, une fois que je l'avais dit, on pouvait me raconter X et Z, j'avais décidé d'être qui je voulais être. Ça allait être la même chose si je voulais faire du foot, si je voulais être médecin. Et je dis aux gens, la question, c'est pas de savoir est-ce que je peux le faire. La question, c'est de savoir qui tu veux être et qu'est-ce que tu veux faire vraiment. Et après, c'est à toi d'aller chercher est-ce que ça me convient. Est-ce que jouer en pro, ça me convient. Est-ce que jouer en NBA, ça me convient. Et même en tant que joueur NBA, est-ce que je vais être le 10e, le 11e, le 8e. Je vais être un joueur majeur. Tout ça, c'est des choix de la vie en fait. Il y a personne qui s'est levé un matin et qui s'est dit je lance, si ça tombe, il faut. Un Michael Jordan, et on le voit en plus avec Zolabin, c'est quelqu'un, est-ce qu'on se rend compte du travail qu'il a fait, la mentalité qu'il avait, il avait choisi. Il ne parlait pas de lui, il voulait gagner. Il a fait plein de sacrifices, il ne buvait pas, il fumait pas, il faisait pas des trucs comme tout le monde. Parce qu'il cherchait l'excellence. L'excellence va forcément demander des sacrifices, va forcément demander de mettre certaines choses de côté. Mais parce qu'il avait choisi d'être qui il voulait être. Il ne voulait pas être un deuxième, il voulait être un meneur. Il voulait être le numéro 1, il ne voulait pas. Et c'est ça, en fait, la différence. Ça veut dire, c'est un choix. C'est un choix. Tu veux être quoi dans la vie? Tu veux être qui? Tu veux aller où? À quel niveau tu vas amener ton délire? Et c'est ça, en fait. Toi, tu viens pas d'une famille de basketteurs, Non. pas d'une famille de sportifs. Est-ce que ça a été bien reçu, ton ambition de devenir professionnel? Comment ça s'est passé avec ta famille, tes parents, etc. Moi, je suis né en Afrique. Arrivé en France, je ne suis pas arrivé avec ma famille. Donc, dès le début de ma vie, en fait, j'étais un peu, on peut dire, livré à moi-même. Et ça a été, une fois que tu réalises ça, j'ai fait un choix. L'entourage, par rapport à la famille, moi, mes décisions ont été, disons que j'ai été amené très vite à les prendre seul, à décider qui je voulais être très jeune. Donc, moi, j'étais livré à moi-même très jeune et j'ai dû faire des choix très jeunes. Donc, j'avais pas forcément ma famille. Ouais, ils n'ont pas forcément eu de décision à voir. Non, c'était des décisions vraiment personnelles. Tu as dû faire preuve de maturité dès le plus jeune âge. Mm. Je veux revenir un peu sur une parole que tu as dit dans une interview, je sais plus laquelle, où tu as dit qu'à un moment, tu te sentais très seul. Tu avais un sentiment de solitude, mais Dieu était toujours avec toi. Toujours. En fait, sur ma carrière en elle-même, ça a été de la solitude, de Champigny à Valenciennes, à tous ces clubs-là. Dans ta jeunesse, tu as des parents qui t'accompagnent. Okay. Moi, j'avais déjà passé cet accompagnement-là. J'étais seul déjà très jeune. Donc, quand tu vas dans les matchs, tu vois tous les parents qui sont là, qui remplissent les gyms, qui crient. Quand moi, je me retournais, il y avait personne pour moi dans les gradins, en fait. Tu vois, il y avait personne. Ma famille ne m'a jamais vu jouer au basket. Ils ne savent même pas qu'est-ce qui se passe tout ça. Ils ne connaissent pas tout ça. Donc, quand tu es jeune, tu le vois. Tu le vois quand tes amis ils sont là, quand leurs parents ils sont là, quand tu leur ramènes des trucs et tout ça. Et toi, tu es là. Je te dis, c'est juste retourne-toi et fais le tour des gradins.
Il n'y a personne qui est là pour toi. Mais c'est pas grave, tu continues à te battre, tu continues à monter, à monter, à monter. C'est dur en fait, c'est dur, même pour moi. Pas, je reste humaine, pas superhumaine ou ça, non, je reste un être humain avec des sentiments, avec des réalités de la vie. Et après, tu te crées ta propre famille avec tes gens, avec tes amis, avec des gens qui sont là et qui t'encouragent et qui t'apprécient pour qui tu es. Et quand bien même tu réussis, quand bien même tu vois que ça brille, et quand bien même tes amis et les gens que tu considères comme étant tes proches peuvent t'accompagner, ça ne sera jamais ce truc-là où c'est ta famille, tu vois. Et très souvent je m'arrête pendant un match ou avant un match ou après un match et je regarde dans les tribunes. J'ai encore ce petit truc-là parfois. Et il n'y a personne pour moi, en fait. Mais au final, tu vois, pour arriver là, ça veut dire que quelque part, j'ai jamais été seul. Après, je crois en Dieu et pour moi, Dieu, c'est toute ma vie. C'est pour ça, si j'en suis arrivé là, c'est parce qu'il était là. C'est parce que quand je pleurais, bah, il essuyait mes larmes. C'est que quand je baissais la tête, il relevait ma tête. Quand bien même je voyais plus le bout, et bah, il était ma lumière. Et c'est pour ça que pour moi, il était là. Quand bien même les gens ils peuvent me dire ce qu'ils veulent, j'étais seul, il n'y avait personne physiquement. Donc s'il n'y avait personne physiquement, qui est-ce qui m'a relevé la tête? Qui a essuyé mes larmes? Qui m'a demandé de continuer quand bien même je n'y croyais plus? Qui m'a dit de me battre et de me lever alors que ben, j'aurais pu rester au lit et abandonner? Ah, ça, c'est Dieu, c'est pas moi. Ça, je le sais. Quand on dit c'est Dieu, c'est quoi? C'est cette petite voix à l'intérieur qui est là, qui est constamment là. Et pour moi, c'est ça. C'est ce que je dis aux gens. C'est peu importe ce que tu peux me dire, peu importe ta croyance, ça, c'est toi. Moi, je ne te force pas. Mais moi, je sais. Et c'est la question que je te pose. Qui a essuyé mes larmes? Parce que je pleurais. Qui a relevé ma tête? Parce que j'avais la tête baissée. Qui m'a forcé à continuer, à me dire que tu vas y arriver, tu ne vas pas abandonner, parce qu'il n'y avait ni parents, ni famille, il n'y avait personne. C'est qui alors? Si ce n'est pas Dieu. Voilà. Absolument. Est-ce que tu aimerais bien un jour voir ta famille dans les gradins? Ouais, mais bon, après, c'est plus. Je, je suis reconnaissante de la grande famille que Dieu m'a donnée. Je n'ai pas eu la famille que je rêvais, mais j'ai eu plus que ça. Et partout où j'étais, je remercie Dieu d'avoir mis sur mon chemin des gens formidables, extraordinaires. Et, euh, et c'est eux ma famille, en fait. Ma famille, c'est tous ces gens. C'est toutes les personnes que je rencontre sur mon chemin qui me tendent la main à un moment donné, qui vont me soutenir. Mes amis, aujourd'hui, c'est à combien même j'ai à l'autre bout du monde, ils vont me suivre. Quand j'ai besoin de les voir, c'est eux que j'appelle et ils viennent me voir. Ils vont faire des kilomètres pour venir me voir un match. Et ça, c'est mon plus grand bonheur, en fait. C'est-à-dire Bon. que je n'ai pas eu celle que je voulais, mais j'ai eu encore mieux. Et j'en ai eu partout dans le monde. C'est mon père, il me répète toujours que la famille, c'est pas les liens du sang, Ah c'est non, plus. plus. C'est-à-dire que moi, j'ai des oncles avec qui j'ai grandi, des cousins avec qui j'ai grandi, mais c'est pas des liens du sang, c'est Ouais, autre chose, c'est beaucoup plus, c'est plus important. Euh, c'est quoi, selon toi, travailler intelligemment? travailler intelligemment, c'est travailler en fonction de qui on est. Ça veut dire qu'on peut rester dans une salle 5 heures et travailler, et pour autant avoir rien fait du tout. Dans tous les domaines de la vie. Qui je suis, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je vais être amené à faire. Par rapport à ces questions-là, on va orienter le travail. Ça veut dire que si je prends un sportif, par exemple en tant que meneur, c'est quoi le rôle du meneur? Et il y a des meneurs qui sont différents. Il y a des meneurs scoreurs, il y a des meneurs qui sont dans la gestion. Tout type de personne. Tu dois savoir ton identité. Et par rapport à ton identité, de quoi tu as besoin? Qu'est-ce qui va faire qu'est-ce que j'aime faire et qui me rend excellent? Pourquoi est-ce qu'on va me choisir moi par rapport à. Et en fait, dès que tu vas commencer, tu vas pouvoir répondre à ces questions-là. Mais même dans d'autres domaines, c'est là que tu vas orienter un travail. Et c'est là qu'on va travailler intelligemment. Parce qu'on ne va pas se mettre à tout faire. Parce que le but, ce n'est pas de savoir tout faire, c'est de savoir qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui est important pour mon jeu, qu'est-ce qui est important pour ma vie, qu'est-ce qui est important par rapport à mon travail qui va faire que je vais être meilleur. C'est ça, travailler intelligemment. C'est se connaître et faire les choses dont on va avoir besoin. Parce que voilà, en tant que joueur, tu peux venir, tu peux faire 15 000 dribbles entre les jambes, avoir un skills de ouf. Quand tu arrives en match, tu n'auras peut-être pas le temps de placer même un seul dribble entre les jambes. Et là, en fait, tu as perdu ton temps. Alors que tu vas peut-être te retrouver dans des pick and roll, être agressif après des pick and roll, ta vision de jeu, tes passes. Et ça, en fait, tu dois travailler parce que ce que tu vas devoir reproduire en match, c'est ça que tu vas devoir travailler pendant le. C'est ça qu'on appelle le travail intelligent. Qu'est-ce qui va m'apporter? Qu'est-ce que je vais faire? Que je vais reproduire. Et je pense que c'est ça. Donc, tu t'entraînes beaucoup,
tu as une petite vision claire de ce qui est important pour toi à ton rôle de meneuse pour ton équipe. Et tu es aussi coach individuel. Si je ne me trompe pas, en Pologne, tu entraînais tes joueuses déjà. Cet été, tu devais être avec Bazenkamp Mhm, mhm. en coach individuel. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça t'apporte, le coaching individuel, pour toi, pour ton propre jeu? Qu'est-ce que tu apprends en coachant les autres? Déjà, en apprenant, enfin, en essayant d'accompagner les autres, tu peux toi-même t'analyser dans ce que tu fais. Et toi-même, déjà, tu Mhm. vas apprendre d'une manière différente. On apprend de plusieurs manières. Ça veut dire on peut ne pas forcément être sur le terrain et être sur le banc, et en apprenant des autres. En regardant ce que les autres y font, c'est une manière d'apprendre. En étant sur le terrain et en écoutant ce que les autres vont te dire, apprendre de tes aînés, c'est une manière d'apprendre. Et en plus, être à l'extérieur, regarder et pouvoir apporter, c'est encore aussi une manière d'apprendre. Et le coaching, c'est un travail. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup de coachs individuels aujourd'hui, mais le coaching, c'est un vrai travail. C'est un vrai travail de coacher une personne. Et surtout, c'est l'envie. Moi, ce qui me caractérise, c'est vraiment, j'aime voir les gens réussir. Je veux voir quelqu'un briller, je veux voir quelqu'un autour de moi avancer et aller au top. Et ça me fait plaisir. Donc, du coup, en plus, si je peux aider, eh bien, c'est encore mieux. Même moi, jouer, j'avais jamais aimé quelque chose plus que jouer au basket. Il n'y a rien pour moi de plus excitant que jouer à un match de basket. Et bien là, j'allais trouver un bonheur qui était encore plus que ça. C'était de pouvoir apporter quelque chose à quelqu'un et de voir que ça marche et de voir cette personne briller. Et, et puis voilà. C'est très important ce que tu dis, cette envie de voir les autres briller. Ça me rappelle, j'ai fait une interview avant toi, de quelqu'un qui a dit, quand tu partages quelque chose, tu le multiplies. Bien sûr. Est-ce que tu te retrouves dedans? Et je dis toujours à mes potes, et ça c'est une vision, franchement, c'est la plus belle que j'ai pu constater avec la nature, l'arbre. Et à chaque fois, je dis à mes potes, je dis, mais vous imaginez la puissance du délire, c'est que dans chaque fruit qu'on mange, si je prends la mangue qui est là, dans cette mangue-là, quand bien même elle soit petite, à l'intérieur, il va rester un truc qu'on peut soit jeter, soit refaire. Et il y a deux types de gens. Il y a des gens qui vont manger la pomme, par exemple. Ils vont manger la pomme, ils vont finir avec tout ce qui reste, ils vont jeter. Il y a une autre personne qui va manger la pomme. Au lieu de jeter et aller se racheter une autre pomme à l'épicerie, ou peu importe, tu prends les graines, tu vas dans ton jardin, tu la plantes, tu l'arroses. Avec le temps, elle va grandir. On est d'accord? Ça va grandir. Et ce qui est fou dans la vie, c'est que tu l'as plantée, elle va donner quelque chose. Mais pour qu'elle donne quelque chose, il faut que quelqu'un vienne planter. Il faut que la pluie elle tombe. Tu vois? Et une fois qu'elle va commencer à pousser, il faut que quelqu'un vienne et mette un petit bâton pour la permettre de pousser droit. Parce que sinon, elle va Mhm. pousser pencher. Elle va pousser pencher. Tu vois? Et tu mets un bâton, tu l'entoures pour que ça puisse pousser droit. Une fois que ça pousse droit, ça te donne des arbres, ça te donne des feuilles, ça te donne des branches jusqu'à ce que ça va donner un fruit. Et ce qui est ouf dans cette image, c'est que le fruit qui va sortir de cet arbre, c'est même pas l'arbre qui va la manger, qui va manger le fruit. C'est une personne qui viendra, qui va cueillir ce fruit, à qui ça va faire du bien. Et là, je me suis dit, mais en fait, la vie, c'est ça. Ça veut dire que toi comme moi, on est une semence. Et tu peux soit te laisser mourir dans la vie, tu peux être un buisson, je ne le souhaite pas, mais tu peux aussi devenir un arbre fruitier. C'est quelqu'un qui va pousser. Mais ça veut dire que tu imagines tout le process qu'il y avait eu jusqu'à ce que tu puisses donner un fruit. Et ce fruit-là, tu ne le mangeras pas. Peu importe qui, peu importe l'arbre que tu es, l'olivier, tout ce que tu ne mangeras jamais de ton fruit. Ce sera quelqu'un d'autre qui viendra manger ton fruit. Et la vie, c'est ça en fait. Le parcours que tu vas avoir, toi, ta vie, tes galères, ça va être tes galères et ça donnera le fruit que ça va donner. Mais parce que ce que tu vas vivre, tu vas pouvoir le donner à une autre personne qui en aura besoin. Dans différents Mhm. fruits, il y a différentes nécessités, il y a des, il y a des, il y a des trucs A, des trucs B, tu sais, les protéines, il y a plein de trucs. Mais chaque fruit est différent et apporte quelque chose de différent. Et ensemble, ça fait quelque chose de complet. C'est ça la vie en fait. Et on a tous le choix de se dire que bah voilà, moi je peux prendre et jeter. Comme on dit, tu vois, ça rentre ici, ça sort ici. Quand on t'a donné quelque chose, tu as soit la possibilité de prendre, de manger, jeter. Donc ça sert à rien. Ou tu manges et tu es intelligent, tu gardes, tu plantes et ça va te donner encore et encore et encore et encore et encore. Donc ouais, non, je valide cette vision De- du partage. du partage. Ouais. C'est très beau. Tu avais parlé donc de moments difficiles dans ta carrière, de moments où tu n'étais pas là où tu voulais aller et tous les jours tu continues à t'entraîner. Qu'est-ce qui te donne cette confiance en toi, cette force à toujours persévérer, peu importe les moments difficiles? Il y a quelque chose, tu sais, tant que tu vis,
On le dit, mais tant que tu vis, ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Tant que tu vis, il y a de l'espoir. Ça veut dire que quand je me retrouve en Angleterre, pour moi, c'est toucher le fond. J'ai touché le fond. Même le fond, c'est pas profond. J'avais touché le fond au terme de ma carrière. Ça veut dire que j'étais arrivé dans un championnat. C'était même pas un championnat. C'était, on s'entraînait 2 fois par semaine. La moitié de l'équipe, pas la moitié de l'équipe travaillait, c'était des darons, c'était des gens qui venaient faire du basket pour plaisir. Mais j'ai eu beaucoup de chance et je rends grâce à Dieu parce que pour moi, voilà, c'est dans mon chemin, il n'y avait pas grand monde. Pour ne pas dire il n'y avait personne, mais il y avait Dieu. Et je pense que la force vient de lui. Et comme je dis, hein, tant que je vis, je n'ai pas le droit de baisser les bras en fait. Parce qu'il y a des gens, tu vois, ils sont à l'hôpital, ils aimeraient bien avoir la santé que j'ai pour pouvoir faire ce qu'ils aimeraient faire. Et des gens, ils n'ont pas la même chance que moi de pouvoir avoir un lieu pour bien dormir, ils dorment dans la rue. Et en fait, ça, on a beau le dire de temps en temps, moi, c'est vraiment une réalité dans ma vie. Ça veut dire que même tant que tu vis, tant que tu peux boire de l'eau potable, tant que tu peux marcher, tu peux courir, j'ai pas le droit d'abandonner en fait. Parce qu'il y a quelqu'un qui rêverait d'être à ma place. Donc tant que je vis en fait, et c'est-à-dire que même dans mes galères, quand je me suis retrouvé là-bas, je m'étais dit, il ne reste plus qu'une seule chose à faire en fait, c'est travailler. Tu vas travailler pour ça. J'avais beau pleurer après les séances, hein. J'avais beau pleurer même pendant la séance ou même avant la séance. Mais j'allais faire la séance parce que dans ma tête, en fait, je me disais que tant qu'il y a de l'espoir, et ben, ça va m'arriver en fait. La chance, quelque chose va tourner. Et en fait, il faut passer par tous ces moments-là de la vie. Ça veut dire que c'est ça qui te fait grandir. Si tout était beau, on n'apprendrait rien, on n'aurait rien, la vie n'aurait pas de sens. En fait, c'est tous ces moments-là parce que ça te construit. Ça te construit, en fait, chaque étape de ta vie va te préparer à une autre étape. Mais tant que tu n'as pas passé le palier, tant que tu n'as pas compris la leçon, tu vas rester là. Et tu vas recommencer, tu vas recommencer, tu vas recommencer. Et il faut serrer les dents, il ne faut pas abandonner, il faut surtout garder le cap. Moi, je voulais jouer en pro, je voulais repartir en Euroleague, je voulais jouer tous ces trucs-là. Donc, quand j'étais en Angleterre, ça voulait dire que le travail n'était pas fini. Le travail n'était pas fini. Ça me fait penser à Kobe. Tu as vu l'interview de Kobe où il venait de gagner, je sais plus quel game dans les finales. Et en interview, ils lui disent ouais, mais vous venez de gagner, pourquoi vous n'êtes pas content? Je lui ai dit le travail n'est pas fini. Job's not finished. Job finished? No, I don't think so. Okay. Kobe Bryant. Et c'est ça, en fait, c'est d'avoir cette force-là, de se dire que, en fait, tant qu'on n'est pas mort, si demain il y a un autre jour, ça veut dire que tout est encore possible. Et la vie, et en fait, je dis toujours aux gens, tout dépend de ce que tu veux, en fait. Parce que combien même tu es dans cette situation, c'est là-dedans. Moi, j'ai toujours dit, la réalité, c'est pas la vérité. Combien même je peux voir à mes propres yeux, c'est difficile. Combien même pour me faire prendre conscience de la réalité, c'est pas la vérité. Parce que, ok, c'est dur, on le sait. Ok, ça va être peut-être archi impossible. Ok. Mais tant que j'ai pas essayé, tant que j'y vais pas, j'en sais rien. Combien même toi, tu es passé par là, mais ça, c'est toi, c'est pas moi. Mm-hmm. Il y a un rapport de subjectivité, en fait. Exactement. La réalité, c'est pas la vérité. Mm-hmm. La réalité, c'est pas la vérité. La vérité, c'est quand je vais mettre les 2 pieds, quand je vais essayer, quand je vais le faire, là, je vais me rendre compte vraiment si c'est possible ou pas. Mais tout par-delà. Ça me fait penser à. Il y a beaucoup de. Tu vois, je suis beaucoup les jeunes basketteurs aux États-Unis, etc. Et je me rends compte de la différence de mentalité qu'ils ont avec les jeunes basketteurs ici en France. C'est-à-dire que t'en as, ils vont te dire. Tu sais, quand ils sont petits, on leur demande souvent à l'école, quand ils ont 4-5 ans, c'est quoi ton rêve? Ils disent tous, bah, joueur NBA, etc. Et souvent, selon les profs, on va leur dire, ouais, mais et quand même un plan B. C'est quoi ton plan B? Joueur NBA. Il n'y a pas de plan A, pas de plan B, il n'y a pas de plan de secours. C'est ça ou rien, peu importe. Comme peu importe le chemin, peu importe ce que je dois faire, ce sera ça et pas ça. Et je pense que c'est ça qui fait la différence après. Oh oui. Oh oui, ça fait la différence. Ah, pas monsieur, ça fait la différence. Il y a une grande différence. Ah oui. J'aime beaucoup poser la question aux gens, surtout des sportifs, peu importe des gens dans la vie, qu'est-ce que tu voudrais faire? C'est quoi ton rêve? Et un sportif, les jeunes, ils aiment bien dire, j'aimerais bien jouer en NBA ou en Pro A. Bah là, tu peux t'arrêter là parce que tu n'iras pas plus loin que la Pro A. Ou même la Pro A, tu n'y arriveras peut-être pas parce qu'avec les difficultés auxquelles tu vas devoir être affronté, peut-être même la N1, juste tu vas t'arrêter là parce que ça sera difficile. Et en fait, dans la vie, c'est ça, c'est mets un cap, un choix et fonce dedans. Et tu verras que au fur et à mesure de la vie, plus tu vas grandir, il y aura d'autres portes qui vont s'ouvrir. Mais tu ne peux pas avoir 10 options. Tu ne peux pas dire je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça. Non, fais d'abord une chose. Vas-y, à fond.
J'adore l'histoire de. Il y avait un général à l'époque. Je ne sais pas si c'est un mythe ou ça a vraiment existé. Il y a un général ils sont partis à la guerre, ils étaient inférieurs. Et quand ils sont arrivés par bateau. Il a donné l'ordre de brûler tous les bateaux, toutes les provisions. Ils étaient inférieurs. Hein. Dès qu'ils ont débarqué sur la terre, ils ont tout brûlé, tous les bateaux, les munitions, tout ce qu'ils avaient. Il leur a dit, à la vie ou à la mort. Ou on se bat, on gagne, ou on meurt ici. Parce que de toute façon, retourner en arrière, non plus. Et pour moi, c'est ça en fait la vie. Ça veut dire que là, tu vas te rendre compte de la force que tu as. Tu vas te rendre compte des choses. Et si tu as une option A, une option B, c'est-à-dire je vais faire ça, mais au pire, si ça ne marche pas, en fait, ça ne marchera pas. Le pire là, c'est ça la réalité de la vie. C'est que la vie, elle va te coller. Et si tu n'es pas fort là, eh ben, tu vas te contenter de ton plan B au pire. Et pour moi, c'est ça en fait. Et c'est comme ça que les gens, ils se perdent. Tu as travaillé avec Uni Europa à Bruxelles, qui est déléguée par la Commission européenne, sur les conditions de la femme, mais surtout des basketteuses. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de différences de traitement? Oui, clairement. Clairement. Après, là, on parlait de la femme dans le sport, mais c'est la femme en général. En général, ouais. La femme en général, dans le domaine du sport, dans le domaine de la culture, dans le domaine de plein de choses. On est un peu encore en retard par rapport à la mentalité, par rapport à ce que la femme elle est capable de faire, par rapport à ce que la femme devrait faire, devrait avoir, pourrait avoir. On différencie trop. C'est-à-dire qu'une femme est capable de faire le même taf que le mec. Et pourquoi est-ce qu'il va avoir beaucoup plus d'argent parce que c'est une femme? Ça, je trouve ça pas normal. Si le travail est fait, moi, il ne devrait pas avoir de différence par rapport au sexe d'une personne. Donc, et par rapport au sport, bien sûr, après, il faut rester réel. C'est-à-dire que quand on va, pour moi, j'ai toujours dit, il ne faut pas aller dans la comparaison. Parce que si on compare, c'est un peu bête, parce que l'homme, voilà, c'est du marketing, c'est de l'argent, des gens, ils vont venir. Et la femme, c'est différent. Il ne faut pas se comparer, il faut juste lui donner un peu plus de valeur et de mérite dans ce qu'elle fait. C'est-à-dire que s'il y a un basketteur, il y a une basketteuse, par rapport à leur niveau, si un joueur d'Euroleague qui va gagner telle somme, pourquoi pas une femme en Euroleague, elle devrait gagner la même chose par rapport à ce qu'elle est, par rapport à... Et c'est ça, en fait, c'est juste redonner de la valeur, considérer aussi, avoir de la considération pour ce que la femme, elle peut faire. On ne va pas la comparer à un homme, une femme, elle ne va pas dunker. Mais le jeu d'une femme, c'est différent. Et en fait, apprécier la différence. C'est ça que j'amène toujours les gens à dire, c'est que peu importe dans le combat où on est, le but, c'est pas de comparer. Le but, c'est d'apprécier, en fait, les différences. Ça veut dire que le jeu des mecs, c'est ça. Le jeu des femmes, c'est ça. Apprécie. Apprécie avoir le fait de voir deux visions différentes. C'est-à-dire que le basket masculin, ça va être beaucoup plus spectaculaire, ça va être des dunks, ça va être des trucs, ça va être OK. Apprécie ça. Et apprécie aussi que le jeu féminin soit différent. C'est pas basé sur tout ce qui est physique, mais apprécie qu'elle ait des petits crosses, apprécie qu'elle puisse avoir des qualités de shoot, apprécie tout ce qui va se passer là, apprécie ça, parce qu'elles le font avec leur qualité à elles. En fait, c'est ça, c'est vraiment important. Mais après, tu sais, moi, ces discussions-là sur l'égalité de la condition de l'homme et de la femme dans le sport, souvent, les gens vont me dire, par exemple, pour le foot, ouais, mais comme tu as dit, c'est pas la même, c'est pas aussi spectaculaire. Autant dans le basket, je suis désolé, surtout en France, on a un championnat de qualité, on a des joueuses exceptionnelles, on avait Céline Dumer, on a Marine Johannes, Epoupa, Diawakana. C'est-à-dire que moi, quand je regarde les vidéos, tu vois, ça me fait vibrer. Et il faut qu'on leur mette les conditions derrière. On a parlé de salaire, mais il y a aussi s'adapter, en fait, tout simplement à la vie d'une femme. C'est-à-dire, il peut y avoir les grossesses qui interviennent, etc. C'est pas une raison pour couper des contrats et autre chose. Exactement, c'est vraiment ça. Tu as vraiment tout dit. Je pense qu'on va terminer sur ton autobiographie. On va pas trop rentrer dans les détails, mais pourquoi tu as envie d'écrire cette autobiographie? Qu'est-ce qui te pousse à l'écrire? Je pense que je veux que mon existence, elle compte. Ça veut dire que je suis né en Afrique. Et si étant né en Afrique, grandi en France, ayant vécu dans 7 pays différents, à 27 ans, parler plusieurs langues et avoir atteint mon objectif, avec tous les inconvénients qui vont avec, sans famille, sans rien, sans tout ça, sans aide, eh bien, c'est cette envie de me dire qu'en fait, si à ma petite échelle, j'ai pu faire ça,
Je veux voir beaucoup de gens réussir et aller encore plus haut. Écrire, parce que quand tu écris, on dit toujours, hein, les paroles peuvent s'envoler, mais les écrits restent. Moi, j'ai mal au cœur quand je vois les gens traiter les immigrés, tout ça. Ça me fait mal parce que j'en suis une. J'en suis une. Et quand je vois des gens être bloqués dans leur vie parce qu'ils ont eu, à un moment donné, une situation qui les a traumatisés, de vivre sans parents, d'être orphelin, d'être tout ça, je suis tout ça. Mais si avec ça, j'ai quand même réussi à atteindre mon objectif, ça veut dire que toi aussi, tu peux y arriver. Et c'est ce que j'aimerais demain, si je meurs, que même une seule personne qui a pu lire ce bouquin et qui passe par des moments comme ça difficiles où tu n'y crois plus vraiment, tu n'as plus l'impression que tu vas réussir, que les choses, il y a ci, il y a ça, il y a ça, et ben que tu saches que tu n'es pas seul en fait. Et que peu importe ce qui peut se passer dans ta tête, tu as toujours la possibilité de changer ça. Et que tu peux toujours réussir. Peu importe les inconvénients de la vie, peu importe, entre guillemets, les désavantages avec lesquels tu vas commencer ta vie, ça ne veut pas dire que là où tu es, ça va faire de toi ce que tu vas être demain. Tu as le choix. Et c'est ça le but d'écrire maintenant. Ça veut dire que j'ai plus ce poids-là sur mes épaules. J'ai fait ce que je voulais faire. J'ai réussi à le faire. Et maintenant, c'est juste de partager, en fait. De partager parce que j'ai envie de voir encore plus de gens réussir. J'ai envie de voir ceux qui sont nés dans des galères réussir. J'ai envie de voir ceux qui pensent qu'il n'a pas la même chance que les autres et ben réussir. C'est tout ça, en fait. C'est juste, je veux voir les gens réussir. En ce moment, on est un peu dans une période de révolution pour la condition noire dans le monde entier avec le mouvement Black Lives Matter, qui part initialement des États-Unis, mais beaucoup de pays, je pense, peuvent s'identifier, peuvent relater ce qui s'y passe. Et il y a une espèce de controverse sur l'utilisation, sur comment dire, le mouvement, l'indignation des personnalités publiques qui soit ne réagissent pas, soit réagissent trop tard, soit etc. Et on leur reproche de ne pas utiliser leur plateforme pour ces causes-là. Est-ce que toi, tu penses que ce soit personnellement ou objectivement, lorsque tu es arrivé à un certain niveau, que tu as une certaine plateforme, c'est important de faire passer des messages comme ceux-là? Alors, c'est vraiment complexe parce que je ne pourrais jamais reprocher à une personne le fait de ne pas s'engager. Ça, c'est propre à chacun. C'est propre à chacun. Ça me fait rire parce que justement, même dans le truc de Jordan, quand on l'a reproché de ne pas avoir forcément intervenu pour par rapport politiquement, je leur ai dit pourquoi est-ce qu'on va pointer du doigt quelqu'un qui a fait, qui veut pas. Il est basket, ok, il a une image, il a de l'influence, etc. Mais j'ai beaucoup aimé le fait à la fin de dire il était basketteur à ce moment-là. Je suis basketteur, je ne suis pas politicien. Ça veut dire que, à un moment donné, moi, ce qui me fait de la peine, et en fait, moi, j'aimerais parler à la communauté noire. Le message que j'ai pour nous, c'est que tant qu'on ne va pas s'entraider, tant qu'il n'y aura pas une union, et quand je suis en train de parler de ça, ça veut dire que ta couleur de peau, regarde-toi dans un miroir. Et si ta couleur, elle n'est pas comme la couleur chair, le blanc, ça veut dire que tu viens de quelque part. Ta couleur, là, elle ne pousse pas là où tu es. Donc, j'aimerais qu'on arrête de s'identifier à oublier qui on est. Tant que le noir va penser que je ne suis pas noir, je ne suis pas africain, avant d'être ce que tu es, là, tu es noir. Ta couleur de peau, elle pousse que dans un seul endroit. Donc, tant qu'on va, tu vois, j'aime bien parler de les Chinois, ils sont très solidaires. Un Chinois va employer un autre Chinois, ça reste entre la famille. Et les Indiens, peu importe, même quand tu vas dans les petites épiceries, là, ils sont entre eux. Nous, les Noirs, on est divisés. On est divisés. Chez nous, il y a la corruption. Chez nous, donc avant que je puisse même pointer du doigt le fait qu'on nous fait tout ça, tant qu'on ne va pas nous respecter, tant qu'on ne va pas se respecter nous-mêmes, et tant qu'on ne va pas s'aimer entre nous, tant qu'on ne va pas s'aider entre nous. Quand ton frère il a un business, donne-lui de la force. Donne-lui de la force. Tant qu'on ne va pas avoir cet amour-là, il se passera des choses comme ça. Ça veut dire que je suis contre ça, c'est dur, ça fait mal. Mais ce n'est pas assez 400 ans d'esclavage. Tu vois, tu vas me dire ce que tu veux. On ne veut pas s'éduquer, on ne veut pas s'entraîner. Si toi, tu ne sais pas et que moi, je sais, mais je vais te donner, je vais t'apprendre. Mais on ne veut pas ça. On ne veut pas voir nos proches réussir.
On n'a pas cette envie-là. Toi, et tant qu'on va avoir ces yeux-là à se regarder les uns les autres comme si on était en compétition et pas s'entraider, on viendra chez nous, on va nous voler comme ça. On va s'amuser avec nous. Et nous, on est intelligents. Quand je vois un mec comme Chuck Berry, lui, il a réuni noir et blanc alors qu'on connaissait que sa voix, sa musique. On ne savait même pas qu'il était noir. Et dans sa radio, il a réuni les gens. Un mec comme Mandela, mais il faut combien de personnes juste exceptionnelles comme ça? Et toutes ces personnes-là, quand je les mets les uns à côté des autres, la différence, c'est que c'est l'éducation. Et moi, ça me fait mal au cœur. Il y avait un film comme ça sur Netflix, ça a fait buzz, ça m'avait fait mal au cœur de voir ces jeunes, tous ces jeunes être enfermés pendant un certain temps en prison parce qu'on les avait inculpés, parce qu'ils étaient noirs. Moi, quand j'ai vu le film, c'est ce qui m'a fait mal. C'était pas de me dire qu'on les a traités comme machin, c'était de me dire qu'il n'y avait aucun parent qui connaissait ses droits en tant que citoyen américain. C'est ça qui m'a fait mal. Il y en avait une dedans, une seule femme qui connaissait ses droits. Ça n'a pas empêché que son gamin puisse être maltraité, ça n'a pas empêché que son gamin puisse être inculpé, mais à un moment du film, ça m'a fait du bien de l'avoir rentré, prendre son gamin et dire « vous n'avez aucun droit d'avoir un mineur ». Ça m'a fait du bien. Il n'y en a qu'une qui a fait ça. Donc moi, je n'ai pas le regard forcément de me dire « je ne vais pas pointer du doigt les gens », parce que tant qu'on ne va pas céder, si on ne se respecte pas entre nous, si on ne s'aime pas, comment est-ce que les autres vont nous traiter? Dis-moi un peu. Moi, je veux voir les Noirs réussir. Parce qu'on en a plein, en fait, qui ont réussi avant. Même si on n'en parle pas, moi, je suis fier. Tu vois, je suis fatigué de sortir dans la rue. Quand quelqu'un fait le ménage, c'est forcément un Noir. C'est ça, en fait, que j'ai à dire. Donc, je ne vais pas pointer du doigt, non. Mais on nous dit parce qu'on ne me respecte pas. Donc, tu vois, oui, je supporte. Tous les mouvements, je vais les supporter. Mais tant qu'on ne va pas se lever pour aller les uns contre les autres, se lever ensemble, en fait. Se lever ensemble. C'est là qu'on va me respecter, c'est là que les choses vont changer, parce qu'on a du talent, on est beau. Il y a qu'un Renoir, je ne peux pas dire ça, il y a qu'un Renoir, mais en tout cas, dans nos gènes à nous, on est capable de faire des trucs de ouf et en rythme. Tu vois, avec du style. Non, c'est ça. Excuse-moi. On a quelque chose en particulier, mais tant qu'on ne va pas l'apprécier, tant qu'on ne va pas le reconnaître, il se passera ce qui se passera. Et ça reviendra encore. On ne nous respecte pas, parce qu'on ne se respecte pas nous-mêmes, c'est tout. En fait. Ça. Et supporter le business de ses potes, ça ne veut pas dire « Oh, tonton, donne-moi le t-shirt gratuit quand même. Voilà. » Ça veut dire « Le t-shirt est à 30 €, je paye 30 €. Parce que tu es mon pote, je paye même 35 € pour te donner la force. » T'as tout dit. Très important. Ça ne veut pas dire « donne-moi ». Mon frère, supporter, ça ne veut pas dire « donne-moi ». Ça veut dire ça, là, j'achète. C'est comme ça qu'on va te faire monter. Et quand ça sera peut-être qu'on va te donner. Mais supporte, pas donne. Mel, merci pour... cette sagesse, cette vision de l'excellence que tu nous as apporté aujourd'hui, ça fait super plaisir. Grosse force dans tout ce que tu fais. Vraiment, nous, on va continuer de suivre, on va continuer de donner de la force. L'autobiographie, on va acheter 4, 5, 10 même. On va donner gratuit aux enfants. C'est super, tu es en train de monter et on regarde ça avec attention. Merci beaucoup, vraiment. Merci à toi d'avoir vraiment pris le temps de m'inviter. Ça, je dis, c'est un honneur juste quand une personne pense à toi pour... peu importe, tu vois, toi, tu es mon petit frère et tu n'avais peut-être pas, tu vois, comme je dis, du monde t'en connaît. Tu n'aurais pu passer au-dessus, mais j'apprécie vraiment le fait que tu aies pris le temps de penser à moi, d'avoir invité, d'avoir même changé les heures parce qu'on a galéré à trouver. Et je te remercie pour ta patience, pour ta disponibilité. Franchement, ça me touche beaucoup. Et pour toi, j'espère vraiment que tu vas aller. C'est même pas j'espère, tu vas aller là-bas, tu vas aller en haut, tu vas réussir. J'ai aucun doute pour toi et que ce que je te souhaite, la réussite. Merci, on est ensemble.